Savez-vous qu'il va y avoir prochainement des élections européennes? Non, je savais pas. Pensez-vous aller voter? Non, pas du tout. Avez-vous l'intention d'aller voter? Moi personnellement? Écoutez, je pense pas que je vais aller voter pour les européennes, non, je ne pense pas. Ah non, on va la politique, c'est net. Que reprochez-vous à l'Europe? Manque de cohésion entre tous les pays, qui à mon avis auront beaucoup de difficultés à s'entendre. Il y a la montée des nationalismes et tout ça. Je pense que ça ne va pas durer trop longtemps. Hein. Sur les européennes? Ouais. Sometimes you fly around me and feeling so quiet and peaceful. Bonjour. Vous savez qu'il va y avoir des élections européennes? Non. Je suis contre cette construction européenne qui est supranationale et qui confisque la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Vive l'Europe! Je pense que c'est une mascarade, je pense qu'il y a une minorité de gens qui dirigent l'Europe et que les élus sont là pour dire oui à tout. L'Union européenne, mais je m'en fous complètement, pour ou contre, c'est que les banques. C'est que les banques, mais mettez-vous ça dans la tête, c'est que les banques. Nous sommes ici dans l'enceinte du Parlement européen où nous avons décidé d'interviewer un certain nombre de parlementaires européens. L'objectif, c'est tout simplement de faire comprendre aux citoyens français l'intérêt du vote du 25 mai prochain. Ce que nous souhaitons montrer, c'est la nécessité d'Europe. Une double menace pèse sur les élections du 25 mai prochain. Une abstention record et un risque de progression des votes contre l'Europe. Le projet européen se trouve en effet un tournant. Il est contesté par une partie de l'opinion publique. Les Européens ne se rendent pas compte que le développement de l'Europe, alors c'est vrai qu'il se fait par crise, qu'à l'heure actuelle on traverse une crise, mais ce n'est pas de revenir à la nation qui apportera la solution. Je pense que l'Europe a de l'avenir, mais dont je suis encore plus certain, c'est qu'individuellement aucun des pays européens n'a d'avenir. Il faut adapter l'Europe à la mondialisation de l'économie, en renforçant sa puissance, sa dimension démocratique, en mobilisant ses ressources financières et intellectuelles considérables. L'objectif, recréer une dynamique de croissance et d'innovation et rompre ainsi la spirale des inégalités. Entrez dans le débat, faites en sorte, par votre vote, que l'Union européenne évolue. Plus que jamais, il faut que l'Europe progresse, l'Europe s'intègre, s'harmonise et fasse un front commun vis-à-vis des défis de la mondialisation. Face aux contraintes mondiales, qui sont des contraintes logiques, face aux BRIC, Brésil, Chine, Inde, j'en passe, à la puissance américaine, la puissance russe, on la voit encore aujourd'hui, ces derniers temps, le fait que l'Union européenne ne soit pas en capacité d'une politique industrielle commune, d'une politique étrangère commune, d'une politique de défense commune, rend le pouvoir de l'Union européenne extrêmement faible. On le voit malheureusement tous les jours. Quel est le rôle du Parlement européen au sein des institutions européennes ? Le Parlement européen, c'est le représentant du peuple européen, des 500 millions d'Européens que nous sommes dans les 28 États membres. Et son rôle essentiel, c'est justement de protéger les citoyens. Nous, citoyens européens, nous élisons nos députés directement au suffrage universel tous les 5 ans. Les députés européens siègent non par nationalité, mais par affinité politique. Leur autorité ne cesse de s'accroître en même temps que les pouvoirs du Parlement. Le Parlement, symbole démocratique pour tous les Européens, est aujourd'hui un lieu de décision essentiel. La circonscription sur laquelle, par exemple, j'ai la responsabilité de représenter un morceau de France au Parlement européen, elle fait par exemple 8,5 millions d'habitants, 18 départements, 5 régions administratives, donc c'est un défi redoutable. Les députés européens examinent et adoptent les actes législatifs et le budget de l'Union en accord avec les membres du Conseil.
Le Parlement européen joue un rôle crucial dans le système de décision européen. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne ne décide de rien, c'est le Parlement européen et le Conseil qui décident ensemble sur les propositions de la Commission et dans des domaines majeurs. Nos parlementaires jouent un rôle central dans l'investiture de la Commission européenne. Ils exercent un contrôle sur les activités de la Commission et garantissent ainsi son bon fonctionnement. Et cette année, une grande nouveauté, votre bulletin permettra également de choisir un nouveau président pour la Commission. Si le Parlement n'est pas satisfait de la Commission, il peut la contraindre à la démission. Depuis Christophe Colomb, l'Europe a toujours dominé le monde, commercialement, économiquement, politiquement. Aujourd'hui, l'Union européenne, avec ses 509 millions de citoyens, à peine 7% de la population mondiale, est toujours sur la première marche du podium avec les États-Unis. L'Europe reste la première puissance mondiale en termes commerciaux. Et elle reste une économie extrêmement compétitive dans son ensemble. Les résultats agrégés de la zone euro sont meilleurs que les résultats des États-Unis, sont meilleurs que les résultats du Japon. On a une économie qui est plus équilibrée, qui est plus saine, si on la regarde encore une fois dans son ensemble. Il y a des tas de domaines où l'Europe est la plus forte, et où l'Europe est leader. Je pense à la recherche spatiale, je pense dans de très nombreux domaines, nous sommes en pointe. Les exploits de l'Europe ne se comptent plus. Avec un produit intérieur brut de près de 18 500 € par habitant, le niveau de vie est élevé malgré la conjoncture. Les droits et les libertés des citoyens sont garantis. Et malgré ses détracteurs, la monnaie européenne a su amortir les effets de la crise. L'Europe est aussi le premier exportateur mondial de produits industriels et agricoles. C'est un géant de l'automobile avec Volkswagen, Renault, Fiat et Mercedes, de l'aéronautique avec Airbus et de l'aérospatial avec Ariane Espace. Nous, les Européens, sommes confrontés à de nombreux défis. Le changement climatique et la dépendance énergétique extérieure, l'instabilité de nos voisins au-delà des frontières de l'Union, ou encore la menace terroriste. L'Europe connaît également un vieillissement préoccupant de sa population. Et sur le plan économique, nous devons faire face depuis 2008 à la plus grave crise économique rencontrée depuis la Deuxième Guerre mondiale. 26 millions d'entre nous sont au chômage et 1 Européen sur 4 est menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale. Nos économies nationales, criblées de dettes, se heurtent au dérèglement de la finance. La crise, l'austérité, mais aussi la flexibilisation du marché du travail figurent parmi les causes principales de l'aggravation de la situation. Évidemment, la crise est mondiale. La crise bancaire d'abord, puis économique, puis sociale, touche tous les pays du monde, évidemment de façon distincte, selon la nature de leur économie. D'ores et déjà, aujourd'hui, la Chine est la première puissance industrielle du monde, avant les États-Unis. Effectivement, il y a un phénomène mondial extrêmement important, de très grande ampleur, qui est en fait la remise en cause de la domination de l'Occident sur le monde. Et la montée en puissance de pays qui sont infiniment plus grands que nous, disposant de ressources naturelles supérieures. Je pense à des pays comme la Russie, la Chine, le Brésil. Sur la scène internationale, alors que nos concurrents directs ont un seul capitaine, Barack Obama, Xi Jinping ou Vladimir Poutine, nous, Européens, continuons à être gouvernés par 28 chefs d'État. Avec de tels adversaires, l'Europe réussira-t-elle malgré tout à préserver son leadership ? Rien n'est moins sûr. Sur le plan politique, on assiste à la montée d'un sentiment anti-européen et les Européens les plus pessimistes veulent quitter l'euro et certains, l'Union européenne elle-même. Or, si l'Europe disparaît, dans 20 ans, plus aucun pays européen ne figurera dans le top 10 des puissances mondiales, ni la France, ni même l'Allemagne. Votre vote, comme celui des 200 millions de citoyens lors des élections européennes du 25 mai prochain, doit aider à résoudre ces difficultés.
À vous donc de veiller à bien choisir les 751 députés, dont 74 pour la France, qui, au-delà de leurs étiquettes politiques, seront les plus motivés pour renforcer l'Europe et défendre ses intérêts. Malgré la crise, l'Europe reste encore une grande puissance exportatrice. Mais dans de nombreux secteurs, elle est de moins en moins compétitive. Les causes de la perte de ce dynamisme commercial sont connues. Tout d'abord, la différence des coûts du travail, en particulier entre les pays du groupe des BRICS et le marché européen. Ensuite, les échanges inégaux avec les partenaires commerciaux de l'Europe qui introduisent sur le marché intérieur des produits ou des services à un prix inférieur au prix de revient. La perte de compétitivité est ainsi le résultat du déséquilibre des échanges dû à des traités commerciaux défavorables à l'Europe. La question du commerce et la question de la protection sont vraiment des données d'actualité qui interrogent beaucoup les Européens sur la manière de lutter pour l'économie dans nos États membres. Et je trouve que c'est vraiment un sujet très important sur lequel il y a vraiment nécessité de réguler et d'avoir des idées de protection très affirmées. La perte de compétitivité résulte enfin de l'appréciation trop forte de l'euro. Mais cette question est controversée. Il faut effectivement que la valeur de l'euro ne soit là aussi pas un handicap dans les échanges que nous avons avec les autres pays. C'est clairement pour le moment un handicap. Je crois qu'il faut arrêter, surtout en France, de chercher des solutions de facilité. Ce qui crée la compétitivité d'une entreprise à long terme, c'est d'avoir des produits innovants, c'est d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et c'est d'être capable d'offrir un service après-vente et des services commerciaux, un marketing de qualité. C'est ça qui vous donne durablement de la compétitivité. Ce n'est pas de jouer sur les monnaies. La force de l'euro, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la compétitivité de l'Union européenne? C'est une question légitime et il faut se la poser. Il n'y a pas de réponse simple et évidente à cette question. Parce que un euro fort, ça veut dire que nos importations sont moins chères. Ça bénéficie aux consommateurs. Ça contribue en particulier à réduire notre facture énergétique considérablement. Et aujourd'hui, avoir une énergie moins chère, c'est extrêmement important. D'un autre côté, cela rend nos exportations plus chères à l'étranger, hors de l'Europe. Et ça, effectivement, c'est un handicap, ou ça peut être un handicap, pour les entreprises exportatrices d'Europe. Si on n'y fait pas attention, l'économie européenne risque d'être noyée et envahie par des normes qui ne sont pas les normes européennes. Si on prend la question de l'alimentation notamment, la façon dont on voit les choses au plan américain est très différente sur les OGM ou sur les hormones ou sur les méthodes de lavage des poulets à l'eau de Javel qu'en Europe. Quand on voit ce qui se passe dans les pays émergents, que ce soit le Brésil, que ce soit la Chine, etc., si on n'avait pas nos normes, eh bien on serait envahi de produits toxiques et on le retrouverait sur la santé. La protection des consommateurs, c'est un domaine où le Parlement européen fait beaucoup. Les normes réglementaires, c'est un domaine sur les produits, sur les biens, sur les services. Ce sont des choses sur lesquelles le Parlement européen agit et où ensuite nous essayons de négocier avec nos partenaires, la Chine, les États-Unis, pour que nos normes fassent référence pas simplement en Europe, mais au plan mondial et que nos entreprises, du coup, puissent exporter, rayonner dans le monde entier. Quelles sont les mesures prises par le Parlement européen pour relancer l'économie européenne? On veut miser sur la matière grise, sur la créativité, sur l'innovation, et pas seulement dans les nouvelles technologies, mais dans tous les process, dans les nanosciences, etc. Il y a de très importants programmes qui visent à améliorer la compétitivité européenne, notamment en décuplant nos forces en matière de recherche et d'innovation. Que les entreprises en Europe puissent continuer à faire de la recherche et du développement, puissent continuer de se projeter dans l'avenir et sachent se protéger aussi de l'intrusion ou d'un marché international sans règles. Nous avons en Europe, le Parlement européen l'a décidé, un programme de recherche et d'innovation qui s'appelle Horizon 2020, qui va représenter plus de 10 milliards d'euros par an dans les prochaines années. C'est un des plus grands programmes du monde et cela, ça va bénéficier à toutes les universités, tous les centres de recherche et toutes les entreprises qui innovent
dans toute l'Europe. Les banques sont à l'origine de bien des défaillances d'entreprises. Pouvez-vous me dire quelles sont les mesures qu'a prises le Parlement européen pour changer la donne ? Avec la Commission européenne, le Parlement européen a fait beaucoup, pour deux choses en particulier. D'abord, pour réguler, sécuriser le secteur bancaire, pour établir des règles qui s'imposent à tous les pays de l'Union européenne, pas simplement d'ailleurs la zone euro, pour que les banques soient plus sûres. C'est la première chose. La deuxième chose, le Parlement européen a accepté et fait voter des programmes très importants pour améliorer l'accès au financement bancaire, pour permettre aux PME d'avoir accès au financement. Via des budgets européens, on prend en charge une partie du risque du prêt à une PME pour permettre à ces PME d'avoir accès au crédit. L'espace européen de libre circulation souffre d'une mauvaise image dans les opinions publiques. Il est souvent critiqué dans certains de ses effets, liés au dumping fiscal et à la concurrence sociale déloyale. La distorsion de concurrence qui est invivable pour nos concitoyens. Je pense à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a vu en Bretagne, mais on connaît ça en PACA aussi. C'est-à-dire la délocalisation interne à l'Union européenne est incompréhensible, indéfendable auprès de nos concitoyens. Il y a des entreprises qui détournent la loi, qui font du trafic de personnes, du trafic de travailleurs. Et donc il faut être plus sévère vis-à-vis de la lutte contre le dumping social. Il faut à un moment donné arriver à ce que tout ce qui est taxation d'entreprise, tout ce qui est fiscalité des entreprises devienne dans les grands pays européens progressivement une fiscalité commune. Quelles mesures prend le Parlement européen pour lutter contre le chômage ? En lien avec les États, nous mettons l'accent sur évidemment la lutte contre le chômage, notamment le chômage des jeunes. Le Parlement européen a imposé, avec le soutien de la Commission d'ailleurs, un programme pour l'emploi des jeunes. Ce sera 6 milliards d'euros concentrés sur 2 ans, concentrés spécifiquement dans toutes les régions où le chômage des jeunes dépasse 25%. Et concrètement, ça se traduit par dès 4 mois d'inactivité ou 4 mois de chômage ou 4 mois où après des études, les jeunes gens n'arrivent pas à trouver une issue. L'Europe aide les États membres à agir en direction de ces jeunes. Et ça se traduit par de la formation, ça se traduit par un emploi qui se met en route pour cela. Donc c'est aider à lutter contre cette désespérance des jeunes de notre pays. Donc je trouve que c'est très important d'avoir pu agir là-dessus et d'avoir pu agir très directement sur ce secteur-là. L'Europe a fait avancer énormément sur tout ce qui touche à l'environnement. C'est l'Europe qui a eu les objectifs les plus ambitieux en matière de réchauffement de la planète. L'Europe a fixé des niveaux qu'aucun État en dehors du périmètre européen n'a fixé. Donc ça veut dire que l'ambition est forte. Ce qui est important maintenant, c'est d'atteindre ces objectifs. Le Parlement, contre l'avis de la Commission, est parti en guerre contre les 28 États européens. Pour lui, 3 objectifs contraignants sont à atteindre à l'horizon 2030. La réduction de 40% des émissions de CO2, l'augmentation de 30% de la part des énergies renouvelables, la réduction des importations d'énergie en utilisant plus efficacement les ressources de l'Union européenne. L'Europe a toujours été leader, si vous voulez, par rapport au réchauffement climatique. Si on n'est pas unis, comment on peut lutter par rapport aux États-Unis ? Il faut leur montrer que c'est l'Europe qui montre la voie. Donc l'Europe aide, et y compris financièrement. D'abord la recherche européenne en matière d'économie d'énergie, en matière d'énergie renouvelable. Par exemple, actuellement, nous finançons des programmes sur la transformation de l'électricité du solaire ou du photovoltaïque en hydrogène. Donc l'Europe investit dans la recherche. Mais l'Europe investit également dans les équipements. Et puis ce qui est important, c'est que l'Europe investit dans le transport de l'énergie. La décision de l'Allemagne d'arrêter, de mettre en sommeil ses centrales nucléaires, les oblige aujourd'hui à construire 3000 km de nouveaux réseaux électriques. Il faut transporter aujourd'hui de l'énergie éolienne produite au Danemark
jusqu'au fin fond de l'Espagne. Si j'ai un message à transmettre aux gens qui nous regardent, c'est de dire allez voter. Allez voter pour une Europe plus écologique, pour une Europe plus solidaire, pour une Europe plus sociale. Il y a énormément de choses à faire encore et ça dépendra de vous. L'Europe, c'est notre avenir, c'est notre présent et qu'il faut s'exprimer lors des élections du 25 mai. Ce sont des élections à un seul tour, il faut bien le redire. Ne pas aller voter, ça veut dire favoriser finalement ceux qui se mobilisent le plus. Et ceux qui se mobilisent le plus, c'est ceux qui sont contre. Donc j'aimerais que ceux qui sont en faveur de l'Europe, mais d'une certaine Europe, l'Europe qui protège, l'Europe dont on décide soi, se mobilisent pour venir voter et fassent en sorte qu'on change la donne.